Donc bonjour tout le monde, merci déjà de me laisser la possibilité de présenter mes travaux. Donc je fais un petit préambule important. Je vais parler de race, de racisé ou de racialisé. C'est un préambule important. Évidemment, la race biologiquement n'a aucun sens. Euh, c'est évident, mais j'estime que démontrer que la race n'existe pas ne fait pas disparaître le racisme subi par les personnes racisées. Le mot racisé est entré dans le Robert, c'est pas moi qui l'affirme et qui donne la définition suivante. Donc, une personne racisée, c'est une personne touchée par le racisme et par la discrimination. Et juste, je donne une citation de Nicolas Jounet. On a parlé hier du bâtiment. C'est un sociologue qui travaille dans le monde du bâtiment et qui dit que observer et compter, donc la race, c'est aussi le seul moyen de mesurer des ségrégations et des discriminations. Donc voilà, un petit préambule qui me semble un peu nécessaire. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est surtout l'organisation du travail dans des firmes agricoles. On en a pas mal parlé hier et ce matin. Alors ce travail, il part de plusieurs constats. Ça, ce sont des tomates que vous avez peut-être déjà croisées dans la grande distribution, des tomates de paysans de Rougeline. L'idée de ma thèse, c'était de me dire, bon, il y a l'émergence de firmes agricoles, mais concrètement, qui c'est qui travaille dans ces entreprises-là et comment est organisé le travail dans ces grandes entreprises-là, dans des champs, mais aussi dans des usines, puisqu'on va parler de la production, mais on va aussi parler du conditionnement. Euh, les deux constats aussi empiriques de départ, c'est que bon, il y a une chute du nombre d'actifs avec une salarisation de la main-d'œuvre. Donc 34% du travail agricole est réalisé par les salariés. Aujourd'hui, on a même 1 million d'actifs salariés non familiaux dans les exploitations, soit directement dans les exploitations, soit euh, recrutés par l'intermédiaire d'entreprises spécialisées dans le secteur. Et on a donc l'émergence de firmes agricoles en France. Alors la firme agricole, c'est quoi? Il n'y a pas une définition stricte avec des chiffres et des échelles. C'est plutôt des processus qui vont traverser la firme agricole. Donc d'abord une complexification de l'organisation. Donc ce sont des entreprises agricoles, des entreprises agricoles pardon, avec une multiplication des structures. Donc une entreprise de travaux, deux SEA, deux SEA, deux SARL, des SCI, etc. Il y a une mise à distance du travail de la famille, avec une prise en charge du travail notamment par les salariés et des fonctions d'encadrement aussi qui sont prises en charge par les salariés. Ce sont des entreprises avec des caractéristiques économiques très différentes des exploitations agricoles traditionnelles. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ce sont des entreprises qui ont des productions éclatées en France, donc une entreprise qui va produire dans le sud-ouest, puis dans le sud-est, puis dans le nord-est, mais aussi en Europe et à l'international. Et puis ce sont aussi des exploitations qui ont mis en place des pratiques agroécologiques à grande échelle, notamment pour capter plus de marché et pour capter de la valeur. Alors c'est pas moi qui détermine que que ces entreprises ont des pratiques agroécologiques, ce sont elles qui se positionnent comme des entreprises qui mettent en place des pratiques agroécologiques. Moi, ça m'intéressait parce que ça me permettait aussi de voir comment les entreprises agricoles usent de l'agroécologie pour ensuite se positionner sur des marchés et pour capter de la valeur. Alors voilà l'exemple de quelques firmes agricoles que j'ai enquêtées. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais si je prends la plus grosse, donc pour vous donner quelques exemples, alors les noms ont été modifiés, ce sont des noms anonymes évidemment. Le chiffre d'affaires, c'est 45 millions d'euros. Le nombre d'ETP, d'équivalent temps plein, c'est 500. C'est une entreprise qui a 50 structures juridiques dans son sein et puis qui donc produit sur 2640 hectares en France et à l'étranger. Donc on est loin des exploitations agricoles traditionnelles. Et donc sous cette première entreprise que j'ai appelée Legumenco, il n'y a qu'un agriculteur. Alors certes, il y a 50 structures juridiques, mais tout en haut, il y a une holding. Et le responsable de la holding, c'est bien un agriculteur qui a le statut d'agriculteur. Donc pour réussir à arriver à ces résultats, je voulais vous parler rapidement, très rapidement de la méthodologie, mais j'ai réalisé des immersions en tant que salarié dans ces entreprises, à la fois du coup dans les champs en tant qu'ouvrier agricole, mais aussi dans le conditionnement, puisque ce sont des entreprises qui produisent, qui commercialisent et qui conditionnent elles-mêmes leurs produits. Donc j'ai fait voilà, de la cueillette, la plantation, le conditionnement, et aussi pour info, quand tout le monde savait que j'étais sociologue et que je réalisais une thèse, c'était pas une immersion, j'étais pas couvert, j'étais à découvert, comme on dit, pour des questions évidemment éthiques. Alors, dans ces entreprises-là, qui c'est qui organise le travail? Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est effectivement les chefs de culture qui organisent le travail dans ces grandes exploitations et non plus l'agriculteur. Donc, que j'ai appelé les têtes de pont d'un nouveau capitalisme agricole, puisque les firmes sont une des figures du nouveau capitalisme agricole. Alors, c'est vraiment, les chefs de culture sont vraiment les intermédiaires des injonctions d'en haut, donc l'agriculteur,
Et la mise en place du coup de ces injonctions sur ceux d'en bas, donc les ouvriers agricoles ou les ouvriers du conditionnement. On a parlé rapidement d'idéotypes hier. Donc il y a 2 idéotypes des chefs de culture dans ces exploitations-là. Le premier, ce sont des anciens agriculteurs qui étaient agriculteurs d'exploitation qui sont jugés comme non viables et du coup l'entreprise agricole, la grande entreprise agricole va l'absorber pour s'agrandir et donc l'ancien agriculteur devient chef de culture de la nouvelle entreprise, de la grande exploitation agricole. Et puis il y a un autre idéal type qui est intéressant, ce sont de jeunes hommes, en majorité des hommes, qui sont sortis d'écoles d'ingé, donc Purpan, Beauvais, Montpellier, qui sont donc en fait formés à l'agriculture à grande échelle. Ils ont fait des stages à l'étranger, dans des grandes entreprises, en Argentine, au Brésil, etc. Et ils sont socialisés aussi à ce qu'on appelle le lean management, puisqu'ils ont reçu des formations sur le lean management. Ce sont eux qui vont véritablement prendre la place. Et c'est sur eux que repose l'organisation du travail agricole quotidien. Donc la constitution des équipes, le recrutement des équipes, le placement des équipes, les objectifs, les rappels à l'ordre et évidemment le contrôle du travail des ouvriers. Et ce sont eux aussi qui recrutent les salariés, les ouvriers agricoles. Alors, qui sont les salariés, les ouvriers, on va dire, dans ces entreprises-là? Alors, ce sont des salariés qui ne sont là souvent que pour 1 mois ou 2 mois. Alors, certains restent beaucoup plus longtemps, plus de 8 mois sur l'exploitation, parce qu'on voit qu'il y a un étirement de la saisonnalité. Et puis ensuite repartent chez eux une fois que la saison reprend. La très grande majorité des travailleurs dans ces exploitations-là sont des travailleurs étrangers et sont en CDD. Et tous sont logés voilà, soit dans des appartements, dans des maisons ou des bungalows qui appartiennent aux entreprises, comme sur la photo, et qui seront d'ailleurs sujets à discorde entre les services. Voilà. Alors, très concrètement, comment s'organise le travail agricole? Alors, ce que j'ai pu remarquer au cours de mes travaux, c'est qu'il y a des pratiques racialisantes dans l'organisation du travail agricole qui sont dissimulées, qui peuvent être très frontales parfois dans les champs au cours du travail quotidien, mais qui sont aussi dissimulées dans des règles d'organisation qui vont trouver racine dans une naturalisation véritablement des comportements des hommes et des femmes de l'entreprise. Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a, il y a 2 arguments mis en avant par, les personnes qui mettent, les gens au travail, qui sont donc une naturalisation des comportements. C'est d'abord le sujet d'abord au sujet de la capacité, des étrangers à endurer le travail difficile, qui serait donc finalement naturellement différente entre des saisonniers étrangers et des travailleurs français. Et des salariés qui seraient aussi plus faciles à gérer, des salariés étrangers qui seraient plus faciles à gérer. Alors, j'ai juste 2 citations que je voulais vous donner. Donc, c'est un chef de culture qui me dit par exemple, ben voilà, on embauche des étrangers pour faire la récolte parce que c'est quand même plus facile, ils sont moins difficiles à gérer. C'est pas pour dire, mais les gens d'ici, ils vont se dire: «Attends, je vais dépenser du gasoil, je vais me faire chier à me lever le matin». Alors que les travailleurs étrangers, effectivement, on ils sont plutôt aptes à travailler. Et une autre citation qui est un autre chef de culture d'une autre entreprise agricole qui dit: «Si les Français ne veulent pas travailler», puisque la question c'était de travailler le dimanche, «si les Français ne veulent pas travailler le dimanche, il y a l'équipe de Svetlina qui était une chef d'équipe, bulgare». Et puis il ajoute: «Les Français, laisse-les tranquilles, sinon demain ils vont être HS. Par contre, il faut faire travailler les Espagnols». Donc finalement, la direction parle beaucoup d'améliorer les conditions de travail, mais on se rend compte qu'il y a des pratiques professionnelles discriminatoires qui sont des composantes véritablement à part entière de l'organisation du travail. Alors, aussi un aparté, j'ai fait des immersions dans des grandes entreprises agricoles. Je ne sais pas si c'est transposable de la même manière dans des exploitations agricoles de type, enfin, des exploitations plus traditionnelles. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, donc ce sont des entreprises qui produisent, mais ce sont aussi des entreprises qui conditionnent. Donc l'idée aussi pour moi, c'était d'aller voir dans le conditionnement, est-ce que finalement on retrouve les mêmes, comment dire? Les mêmes variables dans l'organisation du travail, dans le conditionnement. Alors on va tran je vais y revenir dessus, mais c'est un peu différent. Donc, concrètement, dans la station de conditionnement, de ces firmes agricoles, c'est un monde très industriel. Donc, là, par exemple, c'est 130 salariés qui travaillent en deux fois 8, qui sont répartis dans 2 secteurs, un secteur poireaux et un secteur carottes. Et comme dans les champs, dans ce conditionnement, il y a, des salariés au statut très, très hétérogène. Vous avez des personnes en CDD, des personnes en CDI, des intérimaires, des Français et des personnes de nationalité étrangère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'échelle un peu implicite des divisions les plus pénibles, la station, c'est vraiment considéré par les ouvriers comme la partie la plus difficile, la plus pénible du travail.
du travail de l'exploitation agricole. Et toutes les tâches, finalement, dans le conditionnement ne se valent pas aux yeux des salariés. Il y a des tâches plus pénibles que d'autres. Et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que les tâches qui sont considérées et catégorisées comme les tâches les plus ingrates, donc le triage des poireaux, l'épluchage des poireaux, sont finalement pris en charge par des femmes uniquement, et puis des femmes saisonnières de nationalités étrangères, donc des Espagnols, des Marocaines et des Colombiennes. Dans le même cas, le bâtiment d'à côté, c'est la même chose pour les carottes, c'est-à-dire le tri des carottes, c'est le travail qui est considéré comme le plus pénible. Et là encore, ce sont des femmes uniquement et des femmes étrangères. Et donc, l'argument, c'est de dire qu'effectivement, les femmes sont plus fines, ont des gestes plus fins et sont plus douces. Et donc, elles réalisent mieux le travail de triage, d'épluchage que les hommes. Et puis, elles sont étrangères, donc elles sont plus malléables, entre guillemets, que des intérimaires français. Donc, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les hiérarchies genrées et les hiérarchies fondées sur la graduation des apparences sociales vont s'imbriquer dans dans le monde de la production et le monde du conditionnement. Donc juste encore une fois, une petite citation. Quand je demande pourquoi est-ce que finalement il n'y a que des femmes au tri, on dit on met que des femmes au tri parce qu'elles sont plus soigneuses, on trouve moins de déchets sur les poireaux, encore plus quand elles sont étrangères, et pour le coup c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Je leur demande de faire un peu plus d'heures, ils le font sans problème. Le matin, ils arrivent avec le sourire, il n'y a aucun problème. Donc cet exemple montre bien que l'ethnie n'est pas la seule variable discriminante de l'organisation du travail, et donc j'ai pu me rendre compte d'une autre variable qui est le genre. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a véritablement une intériorisation des normes de genre par les individus, et à l'échelle de l'entreprise, des pratiques sexistes qui sont dissimulées dans des règles d'organisation, qui trouvent racine là aussi dans une naturalisation des comportements. Alors, ce qui est aussi important, c'est que ça a des effets concrets sur les conditions de travail des hommes et des femmes de l'entreprise agricole. Et au-delà de la pénibilité du travail, les salariés EES rendent compte au cours des entretiens aussi du travail supplémentaire qu'elles doivent fournir pour s'imposer, entre guillemets, pour être légitimes dans un monde qu'elles considèrent être comme un monde de mecs. Et ce qui est aussi important, c'est de dire que la responsabilité de l'organisation, elle est complètement évacuée, et les acteurs retombent véritablement, je me dépêche, sur une responsabilité très individuelle et une responsabilité très, du coup, psychologisante. Alors, on m'a posé quelques questions pour revenir sur le sujet quand même aussi du salariat, de la complexité et de ce que pourraient en sortir les agronomes. Alors, est-ce que, par exemple, le salariat permet de mieux gérer la complexité? Alors, je répondrai que oui, si on considère que, effectivement, l'agrandissement des exploitations et la division de l'exploitation en différentes structures, c'est de la complexité. Puisque, en effet, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la division des tâches permet l'expansion de la firme et donc son ancrage dans différents marchés. Ce sont des entreprises qui commercialisent du bio, qui commercialisent du conventionnel, qui commercialisent de ce qu'on appelle la troisième voie, vous savez, les zéro résidu de pesticides, etc. Donc voilà, est-ce qu'il existe des différences entre la façon d'organiser le travail avec les salariés et sans salariés? Donc cette question de est-ce qu'il y a une différence entre la grosse firme et la petite exploitation traditionnelle? Évidemment oui, et notamment pour les chefs de culture, puisque pour les chefs de culture, ils ont beaucoup plus de travail de gestion, beaucoup plus de temps passé à recruter, ils ont beaucoup moins de travail de la plante, finalement très technique, et surtout, ils sont remplacés, entre guillemets, petit à petit par des outils de gestion qui rationalisent le travail, à la fois le travail de la plante, le travail technique de la plante et le travail de gestion. Et donc, il y a des formes de résistance qui apparaissent. J'ai pas le temps d'en parler, mais effectivement, des chefs de culture qui disent que la gestion du personnel, c'est pas leur cœur de métier et que eux, ce sont avant tout des experts de la plante. Ce sera ma dernière diapo. Dans les entreprises avec du salariat important, est-ce que les pratiques agroécologiques sont plus faciles à mettre en place ou plus difficiles à mettre en place? Je pense que la grande différence, ça concerne la plus-value par le nombre d'hectares qui est produit. Alors, est-ce qu'elles sont plus résilientes? C'est ce que laissent penser effectivement les chiffres de la production brute standard. Encore une fois, ces entreprises représentent, alors les chiffres datent d'il y a 8 ans, donc il faudrait les réactualiser. Elles représentent 10% à peu près des exploitations françaises, je pense plus aujourd'hui, mais elles représentaient il y a 8 ans 30% du produit brut standard. Donc elles pèsent pas énormément en nombre, mais elles pèsent beaucoup dans la production brute standard de l'agriculture française. Et encore une fois, ce sont des chiffres sous-évalués.
le fait que les exploitations sont divisées en structures, on ne peut pas les retrouver dans les statistiques agricoles. Il faut faire des regroupements de structures pour comprendre qui est à la tête de 50 structures. Là, sur la plus grande exploitation que j'ai enquêtée, la statistique agricole considère qu'il y a 50 exploitations. La réalité, c'est qu'il n'y en a qu'une. Enfin, il y a 50 structures, mais dirigées par un seul et même agriculteur. Alors quels effets sur les salariés? C'est là où aussi où c'est important. Donc, l'accumulation de ces entreprises n'existe que par la subordination, d'un nombre important de salariés. Ce sont des exploitations dans laquelle il y a, toujours plus de dérogations du temps de travail, il y a, plus d'accidents et plus de malaises. J'ai eu accès, aux chiffres de la DRH des firmes enquêtées, puisqu'il y a une direction des ressources humaines dans chaque, firme enquêtée, et ce sont des entreprises où effectivement il y a plus d'accidents de travail, où la médecine du travail intervient davantage que dans d'autres types d'exploitation. Et un point important, à souligner, c'est que, qui est assez ambivalent, c'est qu'à la fois il y a une subordination plus accrue des salariés, mais en même temps, les ressources qui peuvent être mobilisées par ces entreprises, puisque ce sont des entreprises qui accumulent et qui accumulent donc du revenu, c'est que parfois ce sont des entreprises qui ont pu mettre en place, par exemple, qui ont pu faire rentrer des ergonomes et qui peuvent mettre en place quand même des pratiques, enfin des entreprises qui travaillent sur les conditions de travail. Par exemple, j'ai travaillé dans une serre dans laquelle il y avait un chariot automatique, c'est-à-dire je ne poussais pas le chariot avançait tout seul. Ce sont voilà, une organisation qui peut se penser aussi, et c'est toute l'ambivalence de la firme, euh, dans un contexte d'amélioration des conditions de travail. Voilà, merci à vous. Oui, ben, on a maintenant encore une petite dizaine, 12 ou 12 minutes de questions, si vous voulez intervenir par rapport à ce qu'a présenté Loïc. Alors, Ariane. Merci beaucoup pour ton intervention qui recoupe des observations qu'on a pu faire. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est tu développes beaucoup les remarques concernant les composantes associées à la racialisation des relations, mais elles sont souvent appuyées sur une contrepartie relative aux travailleurs français. Donc, est-ce que ça, tu l'as approfondi? C'est-à-dire que quand on dit les Français veulent pas se lever le dimanche, on trouve plus de travailleurs, bref, est-ce que ça, bah, c'est c'est autre chose. Et du coup, est-ce que tu as regardé un peu ce qu'il en était? Et ma deuxième remarque, c'est que tu attribues au salariat, mais en fait, dans un contexte où l'échantillon de base, c'est surtout des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a aussi du salariat dans d'autres types d'entreprises. Et est-ce que on peut faire un copier-coller des conclusions ou pas? Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas un peu de prudence sur la manière de discuter du salariat par rapport à ça, quoi? Voilà. Oui. D'accord. Oui, pour la première, en fait, dans les remarques de la plupart des chefs de culture, on appuie l'argument racialisé sur un argument local qui est les Français ne veulent plus travailler pour faire vite. Voilà. Est-ce que ça, tu l'as un peu approfondi ou... C'est bon, tu as les deux questions. Une troisième? Ouais. Merci beaucoup Loïc pour la présentation, super intéressante. J'avais une question, je suis ici. En quoi cette organisation socialisée et genrée du travail agricole dans ces grandes firmes est spécifique ou pas? Parce qu'en fait, on observe aussi ces formes d'organisation dans des exploitations familiales françaises et même à l'étranger. Actuellement, sur des travaux en Afrique, dans des exploitations familiales, on montre qu'une grande partie des tâches les plus pénibles sont réalisées par des femmes saisonnières qui viennent d'autres pays limitrophes potentiellement. Voilà, je me demandais en quoi cette organisation est spécifique de ces grandes firmes et finalement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve classiquement en agriculture. Merci. Donnez votre nom à chaque fois, j'ai oublié de le dire. Oui, Anne-Marie Nico de l'ANACT. Juste une petite question, juste tout à fait sur la fin, sur les équipements, qui «améliorent» entre guillemets l'ergonomie. Alors,
On a pas mal vu ça avec le développement du Lean, hein, qui s'est présenté parfois comme visant à améliorer les conditions de travail. Ou je pense à un tout autre exemple, pas loin de l'agriculture, qui sont dans les abattoirs, quand ils ont investi dans des machines à affûter les couteaux qui sont assez chères. En fait, toutes les améliorations entre guillemets ergonomiques, en fait, se traduisaient après par des augmentations des cadences pour amortir les investissements. Et donc, en fait, il y a une espèce de fuite en avant et voilà, le côté ambivalent de certains équipements dits ergonomiques, en fait. Ok, moi je termine par une question. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui. Ah, pardon, Claire. Ouais, moi, c'était un peu, Claire Lamine, c'était un peu dans la continuité aussi de ça. Quels étaient les arbitrages entre automatisation, robotisation et emploi de personnel, que ça soit au champ, enfin, on pense en station sur les machines de tri, etc., mais même au champ avec les. J'ai visité il n'y a pas longtemps une ferme en Angleterre qui disait, alors j'imagine du coup, c'est cette grosse entreprise des Landes qui a des espèces de machines énormes. Le gars, c'était le plus gros producteur bio de carottes anglais. Voilà, donc je pense maintenant, je comprends où elle est cette machine. Il rêvait de la machine à 250 000 euros qu'avait un Landais. Voilà, et du coup, là, dans le cas de l'Angleterre, c'était aussi lié à la sortie de l'Europe, difficulté d'accès justement à du personnel de certains pays. Voilà. Donc, comment ça se joue tout ça, un peu l'arbitrage entre employer de la main-d'œuvre et investir. Et effectivement, ça rejoint aussi la question de finalement, quand c'est il y a différents types de machines. Il y a les machines qui remplacent et il y a les machines qui effectivement améliorent censément les conditions de travail sans que ça soit toujours le cas. Ouais. Ok, moi j'avais une question sur, en gros, comme la relation aux agronomes dans la recherche, du développement, comment, et même de la formation, comment il y a internalisation des fonctions de production de connaissances, de formation, etc. Ou est-ce que, enfin, quelle relation avec l'extérieur? Ok. Alors, je vais essayer de. Ouais. Alors, je commence peut-être par la première, les relations avec les agronomes. Il y a les deux. Il y a une internalisation de certaines fonctions. Les chefs de culture que j'ai rencontrés sont des ingénieurs agronomes qui font de la formation continue par eux-mêmes, qui lisent des travaux de chercheurs, etc., etc. On envoie même les agronomes dans des séminaires, etc. Donc, enfin, les chefs de culture dans des séminaires. Par contre, tout ce qui est les questions de gestion, de lean management, etc., ce sont des intervenants extérieurs qui sont très rarement du secteur agricole. Souvent, ce sont des experts, par exemple, qui vont former des banquiers, des assureurs, etc., qui rentrent dans l'entreprise agricole, faire des formations au lean management, par exemple. Donc, il y a les deux. Voilà. Sur la question de l'arbitrage, automatisation, robotisation, etc., ce que j'ai remarqué, c'est que les stations que j'ai pu enquêter, ce sont des stations très peu modernisées et très peu robotisées finalement. C'est un monde industriel. Je suis re-rentré dans un monde industriel qui n'existe plus forcément dans le secteur, par exemple, je sais pas, de la voiture. Je me retrouvais il y a beaucoup de poussière, c'est noir, il y a énormément de bruit. Autant dans les serres que j'ai pu enquêter, effectivement, il y avait une réflexion autour des conditions de travail dans le secteur, dans la partie du conditionnement, très peu. Finalement, c'est très peu robotisé et très peu, c'est très industrialisé. Par contre, donc tout ça pour dire que du coup, on n'est pas encore dans le remplacement du travail salarié par les robots. En tout cas, pas dans les entreprises que j'ai encore enquêtées. Et là où par contre on peut faire le lien avec la transition agroécologique, j'ai travaillé du coup dans des entreprises qui font du navet bio dans les Landes et des carottes bio dans les Landes. Donc je pense qu'on doit avoir la même personne en tête. Et là effectivement on était 150 dans les champs. Et qui dit bio, qui dit on ne peut pas récupérer du coup, enfin faire la récolte avec de la machine. Donc la machine ne remplace pas l'homme, puisque là on était 150 dans les champs à ramasser des navets bio l'hiver. Alors là, pour le coup, non. Là, on tirait, en fait, on était au sol et on tirait une caisse et on ramassait les navets comme ça au sol. Donc, par contre, là où effectivement il y a un remplacement, c'est plutôt à des échelles d'encadrement sur de la rationalisation du travail de la plante, notamment dans des serres que vous connaissez, les serres chauffées, des grandes serres chauffées de tomates,
Où là, et c'est toute la résistance des chefs de culture, c'est de dire, bah, en fait, il y a des spécificités que nous on a, des connaissances qu'on est en train de rentrer dans des algorithmes et dans des machines, et du coup, petit à petit, le chef de culture perd ces spécificités techniques de la plante pour ne rester que sur du travail de gestion de la main-d'œuvre qui sont plus difficiles à rationaliser. Du coup, ça fait le lien avec la question sur le lean management. Pour vous donner un exemple, effectivement, dans les serres chauffées, on avait un matricule et en fait, on a, enfin, notre manager, le chef de culture, avait notre rendement en direct euh, dans chaque ligne dans lesquelles on passait, puisqu'en fait, on ramassait les tomates, donc on avait un chariot automatique, c'est vrai, donc on n'avait pas à pousser le chariot. Par contre, à chaque fois qu'on passait la moitié de la serre, on devait rentrer notre code, et donc on avait la vitesse, le nombre de tomates que l'on ramasse au kilo, etc., à l'heure, à la journée, au mois, à l'année. Et puis, en fonction de ça, ben, il y avait des primes, et voilà. Donc, effectivement, il y a une réflexion autour des conditions de travail, mais l'outil de gestion, là, effectivement, il accélère les cadences, et il accélère le contrôle sur le travail ouvrier. Sur la question, est-ce que c'est spécifique à la firme agricole? Non, non, je suis entièrement d'accord avec vous. La subordination et l'organisation racialisée, genrée du travail n'a pas attendu la firme agricole pour exister. Je suis entièrement d'accord. La différence, c'est par contre, il y a des spécificités autour de la circulation et du flux et du nombre de personnes. Ce sont des salariés qui sont souvent recrutés d'abord dans un premier temps par vous connaissez sans doute Terra Fecundis, c'est la réalité, par des boîtes d'intérim espagnoles. Et ce sont des gens qui partent du Maroc, enfin ça a même encore changé, c'est des gens qui partent d'Amérique du Sud, qui arrivent au Maghreb, qui ensuite continuent en Espagne et puis qui terminent leur saison en France avant de rentrer dans leur pays d'origine. Donc ce sont des gens qui sont en circulation pendant 8 mois. Là où peut-être que dans des exploitations plus traditionnelles, ce sont peut-être, je ne sais pas, c'est une question, mais des gens qui ont un parcours peut-être migratoire moins long ou avec moins de kilomètres, et donc des problématiques quand même sociales, de santé et géopolitiques aussi différentes, peut-être, et qui sont propres à la firme agricole. Mais là, je vais vraiment des pincettes parce que il y a des gens dans la salle qui sont bien plus spécialistes de ça que moi. Et l'argument, effectivement, c'est l'argument qui est mis en avant sans arrêt, c'est de dire, bah oui, mais en même temps, on s'agrandit, donc il y a de l'accumulation, donc il faut des gens pour ramasser, et les locaux ne veulent pas travailler. Alors c'est vrai et faux, c'est vrai et c'est faux à la fois. J'ai travaillé avec des intérimaires français, euh, mais disons qu'effectivement, l'agrandissement est tel et le nombre d'hectares est tel que la réalité, c'est qu'en local, il n'y a effectivement pas assez de gens. Après, c'est la question qui se pose, et c'est là où ils n'ont pas forcément de réponse, mais c'est, enfin, et là, je pense qu'on dépasse le cadre de l'agronomie et qu'on rentre dans une question de politique publique. Ça n'existe que parce que on a un contournement du contrôle des structures et on a des entreprises qui s'agrandissent. Pour le coup, il y a un lien fort entre l'agrandissement de la firme et la subordination du salarié. Mais là, on rentre plus dans des questions de politique publique que des questions d'agronomie, à mon sens. Voilà. Merci.